Donc, aujourd'hui, on va parler sur les leucémies et les lymphomes. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui est très difficile pour les étudiants et même pour les médecins, quels que soient spécialisés ou non, parce que à cause de la mauvaise compréhension de ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on va essayer de les comprendre et de différencier entre les deux. Bon, d'abord, avant qu'on commence notre cours, on ne peut pas commencer sans savoir c'est quoi l'hématopoïèse. Parce que c'est ça, donc les leucémies et les lymphomes sont tous ça au niveau de cette plaque-là. Donc là, donc on a là au début la cellule souche hématopoïétique. Donc c'est une souche, c'est la souche multipotente. Donc c'est la cellule qu'à partir d'elle on va former les différentes cellules, quelles que soient les cellules progénitrices myéloïdes ou encore lymphoïdes. Donc on a une ligne myéloïde et on a une ligne lymphoïde. À partir de la ligne myéloïde, on va voir donc la thrombopoïèse, donc c'est les mégacariocytes qui vont donner les plaquettes, et puis on a l'érythropoïèse, et puis on a la leucopoïèse, donc les granulocytes qui vont donner les différentes cellules basophiles, quels que soient basophiles, neutrophiles, éosinophiles et les monocytes qui vont se transformer par suite en macrophages au niveau tissulaire, sans oublier les mastocytes. Au niveau de la ligne lymphoïde, là, on va voir les lymphocytes LT, les lymphocytes LB et sans oublier les naturels killer, donc les lymphocytes NK. Et donc pour les leucémies, là, quand on est en phase aiguë, le blocage, il est là, à ce étage-là. Donc, on a des blastes, des cellules qui sont bloquées à la phase de blast, quel que soit myéloblaste ou encore lymphoblaste. Quand on est en la phase chronique, là, le blocage, il est ici. Il est dans les cellules matures. Donc, il est là, dans les leucocytes, dans l'érythrocyte, ce qu'on appelle par suite la maladie de Vaquez. Soit il est dans les plaquettes, c'est la thrombocytémie essentielle. Et puis, sinon, il est ici au niveau de la ligne lymphoïde. Donc, le problème, il est dans les lymphocytes LT ou LB. Ou encore, un problème, il est localisé dans les plasmocytes. Et là, c'est le myélome multiple. Donc, donc là, on peut comprendre un peu l'hiérarchie et l'hématopoïèse. Donc, on commence par les leucémies. Là, ce qu'il faut savoir, c'est quoi d'abord une leucémie? Une leucémie, donc, on a des cellules malignes qui sont localisées au niveau de la moelle osseuse et ou au niveau du sang. Donc ces cellules-là, ils sont malignes, ils sont localisés dans la moelle osseuse. Quand on va augmenter le nombre, ils vont sortir dans le sang. Mais on n'est pas en train de parler des cellules malignes qui sont localisées au niveau des ganglions. Parce que ça, c'est le lymphome. Le lymphome. Lymphome, c'est quoi? Ce sont des cellules malignes lymphocytaires et qui vont former une masse. Parce que forme veut dire masse. Et lymphe, c'est pour les lymphocytes qui sont malignes. Là, donc, il faut d'abord faire le distinguo entre les deux. Donc, dans le leucémie, donc d'abord, le patient, comment il va se présenter. Donc, ce qu'il faut savoir pour comprendre comment le patient il va se présenter, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, on a des cellules qui sont malignes et qui sont localisées au niveau de la moelle osseuse. Ils vont augmenter de volume, ils vont prendre la place des globules rouges, des plaquettes et des plaquettes. Et ce qui va donner, le patient, il va avoir une anémie, il va avoir des saignements, souvent que les saignements ils vont être même au niveau de la gencive, le plus souvent qu'on va observer ce signe-là. En plus de ça, on va voir beaucoup d'infections malgré on a un grand nombre de leucocytes et de globules blancs. Et donc, et là, quand on va voir cette triade-là, il faut penser à une leucémie. Donc une anémie avec un syndrome hémorragique, avec beaucoup d'infections, avec des globules blancs qui sont élevés, là, il faut penser à une leucémie. Et donc, quand on va faire notre frottis sanguin, on va trouver des blastes. Et quand on trouve des blastes, là, c'est la preuve qu'on est devant une leucémie qui est aiguë. Mais si on va pas trouver des blastes et on va trouver des cellules qui sont matures, là, on est devant une leucémie qui est chronique. Donc, quand on est devant une leucémie aiguë
c'est quoi aigu? Aigu veut dire cette anémie et ce syndrome hémorragique et ces infections, ils ont un tableau aigu et le patient il va consulter d'une façon aiguë, donc il va aller rapidement au médecin. Et alors que pour chronique, là, cette symptomatologie, elle n'est pas aiguë, elle n'est pas, donc, elle va pas faire un grand problème pour le patient pour qu'il va consulter chez le médecin. La preuve qu'il y a des leucémies chroniques et dont le diagnostic est fortuite, donc d'une façon fortuite. Bon, on revient à notre leucémie aiguë. Donc, dans la leucémie aiguë, donc le problème, soit il est dans la lignée lymphoïde, soit il est dans la lignée lymphoïde. Donc nous, on a fait le frottis sanguin, on a trouvé des blastes. Pour savoir est-ce que ces blastes-là sont des myéloblastes ou des lymphoblastes, il faut faire, donc on va faire la cytochimie, la chimie cytologique. Et là, on va utiliser donc la myéloperoxydase et un produit qui est d'origine nucléaire appelé le TDT nucléaire. Donc, si on va trouver le TDT nucléaire, il est positif, donc on est devant une leucémie aiguë lymphoïde, donc une leucémie aiguë lymphoblastique, et on n'est pas devant une leucémie aiguë myéloblastique. Si on va trouver le myéloperoxydase positif, là on est devant une leucémie aiguë qui est myéloblastique. Donc après qu'on va différencier entre les deux lignes, donc si on est devant une LAL, là, il faut chercher est-ce que c'est l'origine, ce sont les lymphocytes LB ou ce sont les lymphocytes LT. Et pour voir est-ce que pour trancher entre les deux, là, il faut faire l'immunophénotypage. C'est quoi l'immunophénotypage? On va chercher des protéines qui sont localisées sur la surface des cellules, ce qu'on appelle cluster of differentiation, donc CD, les CD. Donc si on va trouver le CD10 et le CD19 et le CD20, là ce sont les CD de lymphocytes LB. Donc on est devant une leucémie aiguë lymphoblastique qui est de type LB. Et comment on va prendre ces chiffres-là? Donc c'est facile, donc CD10, le double c'est 20 et avant le 20 c'est 19. Donc, ce qu'il faut savoir, que dans ce type de leucémie, on a une translocation entre le chromosome 12 et le chromosome 21. Et le chromosome 21. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des leucémies, là où on a une translocation, le plus souvent que cette leucémie a une bonne réponse à la chimiothérapie. Et le plus souvent, mais il y a des exceptions. Donc, et parce que c'est une translocation, donc et 12-21, là, elle a une bonne réponse au traitement. En plus de ça, donc, si on va trouver les clusters of differentiation, donc sont de 2 à 8, là, ce sont des lymphocytes LT, donc c'est une leucémie aiguë lymphoblastique de type LT. Et cette leucémie-là, elle a une caractéristique, c'est que parce que ce sont des lymphocytes LT, et on sait que les lymphocytes LT, leur entraînement se fait au niveau de thymus, donc ils vont présenter par une masse médiastinale. Et cette masse médiastinale, elle va comprimer la veine cave supérieure et elle va donner syndrome cave supérieure. Sans oublier qu'elle peut comprimer la trachée. En plus de ça, elle peut donner une pleurésie. Donc c'est ça le tableau clinique. Ce qu'il faut savoir, que les LAL, on les trouve beaucoup plus chez les enfants. Alors que les LAM, on les trouve chez le jeune, donc chez l'adulte. On revient au LAL. Il faut mettre en tête, c'est que dans les LAL, donc on a dit auparavant que le patient il va venir par une anémie, un syndrome hémorragique, avec des infections, avec des leucocytes, des globules blancs qui sont élevés. En plus de ça, chez l'enfant, on peut trouver des douleurs osseuses. Pourquoi? Parce que la moelle osseuse, quand elle va augmenter de volume, elle va comprimer l'innervation qui va passer tout autour. Et quand on va faire notre examen clinique et on va comprimer sur le membre, là, l'enfant il va sentir une douleur. Ce qu'il faut encore noter, qu'on peut avoir par exemple des vomissements et des céphalées. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une localisation de ces cellules malignes au niveau des méninges. Ils vont provoquer des vomissements d'origine centrale et une irritation méningée.
Très très bien. Bon, maintenant, on passe au LAM. LAM, là, elle va toucher le sujet qui est adulte. Donc, dans les LAM, on a on a une classification qui est ancienne, et cette classification, elle a des numéros. Par exemple, LAM 0, 1, A2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on ne va pas concentrer sur ces numéros, mais on va comprendre c'est quoi ces leucémies-là. Par exemple, la leucémie, cette leucémie myélocytaire, là, c'est quoi et pourquoi elle est appelée promyélocitaire. Donc, promyélocitaire, donc parce que j'ai là une photo. Donc, promyélocyte veut dire elle est avant les myélocytes. Il y a un blocage avant qu'on va produire des myélocytes. Pourquoi on a ce blocage-là? Eh bien, parce que on a une translocation qui est au niveau du chromosome 15-17. Et cette translocation au niveau du chromosome 15-17, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner un récepteur de la vitamine A qui a une mauvaise réponse à la vitamine A, à l'acide rétinoïque. Et parce qu'il a cette mauvaise réponse, donc on sait que la vitamine A, elle a un rôle dans la différenciation des cellules, donc du passage de promyélocytes vers les myélocytes qui sont matures. Et quand ce récepteur-là, il ne va pas bien fonctionner, à cause de cette translocation, là, on va rester bloqué au promyélocyte, et c'est pour cela qu'elle est dite promyélocitaire. Et en plus de ça, dans le tableau clinique de ce type de leucémie, on va trouver une CIVD. Pourquoi on va voir une CIVD? Parce qu'avant, quand on va dire qu'on est dans la ligne myélocitaire, on a fait le test de la myéloperoxydase. Et quand on fait le test de la myéloperoxydase, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des bâtonnets, ce qu'on appelle les bâtonnets d'Auer. Donc, dans ce type de leucémie, les cellules sont très riches avec la MPO, la myéloperoxydase, ce qui va donner un très très grand nombre de bâtonnets d'Auer. Et ces bâtonnets d'Auer, ils vont sortir dans le sang quand ils sont en excès. Et quand ils vont sortir dans le sang, ils vont trouver les plaquettes qu'ils vont passer, ils vont hériter ces plaquettes-là, ils vont donner cette CIVD. Alors, pour le traitement de cette leucémie, c'est un traitement qui est facile parce qu'on a compris la physiopathologie de cette leucémie. On va forcer le récepteur de la vitamine A. On va donner beaucoup de vitamine A. Pourquoi? Pour forcer le fonctionnement de ce récepteur-là. Mais ce qu'il faut noter, que la vitamine A, donc là, elle est donc faut pas oublier qu'elle est tératogénique, elle est tératogène. Et c'est pour cela que, par exemple, chez une femme, la femme, il faut qu'elle ait sous contraception pour éviter donc l'effet tératogène de cette vitamine A, donc de ce traitement. Bon, euh, encore, on a par exemple la leucémie de la ligne AD qui est monocytaire. Là, ce qu'il faut noter, dans cette ligne monocytaire, la localisation, elle va se voir au niveau de la gencive. On va trouver une hypertrophie de la gencive. Par exemple, dans la leucémie mégakardioblastique, celle-ci, la caractéristique qu'elle a, donc d'abord, elle a un diagnostic qui est difficile. En plus de ça, elle a une très forte association avec le syndrome de Down. Le syndrome de Down. Et pourquoi elle a une forte association avec le syndrome de Down? Parce que si vous avez observé, là, dans les translocations, le plus souvent, on évoque chromosome 21. Chromosome 21. Et le chromosome 21, là, c'est la trisomie 21. Et donc, il y a une forte association entre syndrome de Down et la leucémie mégakardioblastique. Donc, les sujets qui ont un syndrome de Down, la trisomie 21, ils ont une forte association avec leucémie mégakardioblastique. En plus de ça, ils ont un fort risque d'avoir une LAL parce que ce sont des enfants. Bon, en plus de ça, il y a une chose que je veux l'expliquer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la réaction leucémoïde. C'est quoi cette réaction? C'est que quand on a un sujet qui a un excès de globules blancs, un excès donc l'excès leucocytaire, mais il n'a pas une anémie ou par exemple un syndrome hémorragique. Et là, dans ce cas, on va penser, est-ce que c'est une leucémie, est-ce que c'est une infection?
Et donc, il y a ce qu'on appelle la réaction leucémoïde. Et cette réaction-là, elle est due à une infection. Quand on a une infection, donc ce sont les globules blancs ils vont s'élever, mais mais les globules rouges et les plaquettes là sont borderline, donc ne sont pas diminués. Et comment on va trancher entre les deux? On peut mesurer la phosphatase alcaline d'origine leucocytaire. Pourquoi? Parce que cette phosphatase, le alcanine d'origine leucocytaire, donc quand elle est présente de façon physiologique dans le globule blanc et elle est utilisée dans le fonctionnement de ces globules blancs. Et quand ces globules blancs sont normaux, là, cette phosphatase alcaline, elle est augmentée. Mais quand on va la trouver diminuée, là, il faut penser à la leucémie. Très bien. On passe au côté chronique. Là, donc, on ne va pas trouver les blastes, mais on va trouver des cellules qui sont matures. Donc, dans le côté des leucémies chroniques, je vais expliquer les grandes lignes. Si vous voulez une bonne explication de la leucémie chronique, vous pouvez laisser des commentaires. Bon, d'abord, dans la leucémie chronique, on a dit que le problème, il est un blocage dans les cellules qui sont matures. Donc, on a soit c'est c'est la ligne lymphocytaire qui peut être touchée, soit c'est la ligne donc, des granulocytes. Granulocytes veut dire neutrophiles, basophiles et eosinophiles qui vont être élevés et ce qui est anormal. En plus de ça, on va trouver une élévation de leucocytes qui va dépasser les 100 000, ce qui est encore anormal et qui va nous orienter vers l'LMC. Et cette LMC, elle touche les sujets au l'entour de la quarantaine. Donc, ne sont pas très âgés, ils ne sont pas très jeunes. En plus de ça, le plus souvent, le diagnostic de ce type de leucémie, il est fortuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette leucémie? Il y a ce qu'on appelle la translocation 9-22. C'est le chromosome de Philadelphie qu'on va le rechercher obligatoirement dans ce type de leucémie. C'est quoi cette histoire de chromosome de Philadelphie? Donc, on a une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22, de sorte que on va voir à la fin une hyperproduction de BCR-ABL. Veut dire quoi? C'est qu'après une translocation entre chromosome 9 et chromosome 22, on va voir un nouveau chromosome. Ce chromosome-là contient une fusion entre BCR et ABL, deux gènes. Et cette fusion entre BCR et ABL dans ce chromosome-là, on a donné un nom à ce chromosome-là qui contient cette fusion, ce qu'on appelle le chromosome de Philadelphie. Et qu'est-ce qu'elle fait, ce BCR-ABL? Ce BCR-ABL est responsable de donner la tyrosine kinase. Et donc, on va voir une overexpression of BCR-ABL, de sorte qu'on va voir une expression excessive de la tyrosine kinase. Et la tyrosine kinase fait quoi? La tyrosine kinase, elle est responsable de la réplication d'ADN, de la synthèse d'ADN, de division des cellules, ce qui va donner un très grand nombre de divisions de cellules, ce qui va donner plus grand nombre de cellules malignes. Et c'est pour cela qu'on va traiter ce type de leucémie par l'imatinib. Attention, l'imatinib, ce n'est pas à partir de son nom, donc on a l'impression que c'est un anticorps monoclonal, mais ce n'est pas un anticorps monoclonal, c'est un traitement, qui ne fait pas partie de cette famille. En plus de ça, il a un rôle, c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Pour plus de détails, laissez-moi des commentaires. Pour la leucémie du côté lymphocytaire, et là, le problème il est localisé au niveau des lymphocytes. Et le plus souvent, ce sont les lymphocytes LB qui vont être touchés, le plus souvent. Et parce que les lymphocytes LB, ce sont les plus souvent qui vont être touchés, ils vont avoir une hypogammaglobulinémie, donc un problème de production des anticorps. Et parce qu'on va avoir un problème de production des anticorps, on va avoir beaucoup d'infections. En plus de ça, dans les LLC, qu'on les trouve le plus souvent chez les sujets les plus âgés, on marque la présence d'une anémie hémolytique auto-immune. Et cette anémie hémolytique auto-immune, donc les autoanticorps ne vont pas venir des cellules malignes, ils vont venir à partir des cellules saines contre les cellules malignes. Et ils vont donner cette anémie hémolytique auto-immune, sans oublier que ce sont des anticorps,
froides et non pas chaudes, parce qu'on sait que dans l'anémie hémolytique auto-immune, il y a des anticorps chauds et il y a des anticorps froides. Ça, c'est une autre histoire. En plus de ça, il y a un risque d'une transformation en lymphome, en lymphocyte B diffus, donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Donc là, on va penser à ce syndrome-là quand on va voir une adénopathie qui va commencer à augmenter de volume, et là, on fait une biopsie, on trouve des lymphocytes B qui sont diffuses et avec une aggravation de l'état du patient. Là, on va penser à ce syndrome-là. Et comme j'ai dit auparavant, donc, dans cette lecture, si on peut l'appeler une lecture, là, j'ai travaillé beaucoup plus, c'est le leucémie aiguë. J'ai laissé les leucémies chroniques pour savoir les grandes lignes, parce que si on va détailler, il faut une vidéo, toute une vidéo pour les leucémies chroniques. Bon, maintenant, si on va parler des lymphomes. Comme j'ai dit auparavant, on a lymphe, c'est pour les lymphocytes malignes. C'est une masse. Donc, ce sont des lymphocytes malignes qui sont localisés au niveau des masses, et ces masses-là sont le plus souvent des ganglions. Donc, ils vont donner des adénopathies. Donc, on va trouver une élévation des lymphocytes. On peut avoir hépato ou une splénomégalie avec l'adénopathie. L'adénopathie, ce sont des adénopathies qui sont non douloureuses. Là, c'est un mot-clé. Ce sont des adénopathies et qui sont non douloureuses. Donc, on ne va pas trouver une adénopathie qui est douloureuse, qui est inflammée. On va dire, ah, c'est un lymphome, c'est un lymphome. On va penser à un lymphome. On va faire un avis d'hémato. Non, c'est une adénopathie qui est indolore. Là, il faut penser d'abord à un lymphome. Et donc, on va expliquer les différents types de lymphomes. Donc, dans le lymphome, qu'est-ce qu'on fait? On fait une biopsie des différents adénopathies. Après qu'on fait ces biopsies, on cherche quoi? On cherche une cellule, ce qu'on appelle la cellule de Red-Sternberg. C'est quoi cette cellule? Donc, la cellule de Red-Sternberg, donc, tous on sait que c'est une cellule qui a un aspect en miroir et qui a un aspect des yeux de l'hibou. Et encore, c'est une cellule qui est volumineuse. Mais c'est quoi cette cellule? Donc, cette cellule, le plus souvent, c'est une cellule qui va venir à partir des lymphocytes LB, rarement à partir des cellules LT. Et elle a certains CD, Cluster of Differentiation, qui sont bizarres par rapport aux lymphocytes LB. En plus de ça, cette cellule de Red-Sternberg, quand elle est présente, on dit que c'est un lymphome hodgkinien. Et quand elle est absente, on dit que c'est un lymphome non hodgkinien. Et quand elle est présente et dans le lymphome hodgkinien, là, on va trouver, c'est elle qui est responsable aux symptômes B, ce qu'on appelle les symptômes B. C'est quoi les symptômes B? Donc, ce sont les sueurs, les céphalées, les sueurs nocturnes donc ils vont évoquer une tuberculose. Parce que à cause de ces sueurs qui sont nocturnes, et d'où ils vont venir ces signes-là? Ils vont venir à partir de la cellule de Red-Sternberg. C'est elle qui va libérer une guerre, elle va provoquer une guerre des cytokines. Et parmi ces cytokines, les cytokines qui vont faire appel aux macrophages. Et les macrophages sont sont des cellules qui contiennent la alpha-1 hydroxylase. Et la alpha-1 hydroxylase, c'est elle qui va transformer la vitamine D en vitamine D3 active. Et cette vitamine D3 active, c'est elle qui va provoquer l'hypercalcémie. C'est pour cela que dans les lymphomes hodgkiniens, on va trouver, que dans les cours, ils vont mentionner l'hypercalcémie. Mais d'où vient cette hypercalcémie? Donc c'est ça l'origine de cette hypercalcémie, et c'est ça l'origine des symptômes B. Donc c'est pas apprendre symptômes B en lymphome hodgkinien. Non, il faut savoir d'abord d'où viennent ces symptômes. Et puis après cette étape, on va parler des différents types de lymphomes. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut mettre en tête d'abord, c'est que les lymphomes, ils ont plusieurs classifications. Ils ont une classification génétique, ils ont une classification histologique, ils ont une classification immunologique, ils ont une classification basée sur l'aspect de la cellule. Donc, il y a plusieurs classifications. C'est pour cela qu'on va entendre plusieurs types de lymphomes. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs classifications. Quand on va entendre parler d'un type de lymphome qu'on ne connaît pas, on sait qu'il y a plusieurs classifications. Peut-être on sait une autre nomination de ce lymphome-là. Et donc, d'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs classifications. Mais ce qu'il faut savoir, il y a certains types de lymphomes, il faut les savoir. Par exemple, là,
le scléronodulaire. Le scléronodulaire, c'est le lymphome le plus fréquent, le lymphome hodgkinien le plus fréquent. Donc, il touche la femme. Il va se développer donc en forme de masse médiastinale. Ce qui va donc quand il va développer sous forme de masse médiastinale, donc on va trouver le syndrome cave supérieur, compression de la trachée, les pleurésies, là, donc ce sont les signes qui sont liés à la compression. Pourquoi il est appelé scléronodulaire? Donc j'ai une photo ici, donc il a un aspect des nodules et tout autour de ces nodules, il y a une sclérose, il y a une fibrose. Et cette fibrose qui le rend, il a un bon pronostic. Parce que la fibrose, elle ne va pas laisser les cellules malignes diffuser. Donc, on a parlé du scléronodulaire qui est le plus fréquent et qui touche la femme et qui va se développer sous forme de masse médiastinale. Et puis, on a le lymphome qui est à prédominance lymphohistiocytaire. Donc, il est dit de bon pronostic. Pourquoi? Parce que, j'ai une photo, là, ce sont des photos des lymphomes à prédominance lymphohistiocytaire, et là, parce qu'il y a beaucoup de lymphocytes qui sont présents au niveau des ganglions. Il est de bon pronostic. Pourquoi? Parce que ces lymphocytes, ils n'ont pas sorti de ce ganglion-là. Ils sont ici, sont accumulés ici. Ils n'ont pas sorti. Parce que dans l'autre type qui est appelé déplétion en le lymphocyte, là, il est de mauvais pronostic. Parce que les lymphocytes, ils ont sorti des ganglions et ils ont sorti dans le sang et là ils vont aggraver les choses. Il y a un autre type de lymphome qui est lymphome mixte. Là, on va trouver un mixte. Donc, on va trouver de différents types de cellules qui sont présents au niveau de ce lymphome-là. Bon, là, dans le lymphome hodgkinien, donc il présente 40% des lymphomes. Ce qu'il faut encore savoir, que le plus souvent, il est localisé et qu'il ne va pas nécessiter une stadification parce qu'il est localisé. Donc, la tumeur va passer d'un ganglion à un ganglion, d'un ganglion à un ganglion, donc de proche en proche. Donc, il est souvent localisé et, il va nécessiter une stadification parce que quand il est plus localisé, donc le pronostic il est bon. Et quand il va augmenter leur site de localisation, là, le pronostic il va s'aggraver. Donc, et puis, si on a l'absence de la cellule de Red-Steinberg, là, on est devant un lymphome non hodgkinien. Là, il est souvent diffus, et parce qu'il est souvent diffus, là, il ne va pas nécessiter de faire une stadification parce qu'il est de mauvais pronostic, parce qu'il ne va pas développer d'un ganglion à un autre. Et donc, il présente 60% des cas. Là, ce qu'il faut savoir, le plus fréquent, c'est le lymphome à grandes cellules B diffus. C'est quoi ce lymphome à grandes cellules B diffus? Donc, on a dit que c'est le plus fréquent. En plus de ça, à partir de son nom, le problème il est dans les lymphocytes LB. Ce sont eux qui sont malignes. Et ces cellules-là, si on va faire une immunophénotypage, on va trouver les cluster of differentiation 19 et 20. En plus de ça, ce qu'il faut mettre en tête, c'est qu'ils touchent les sujets à l'entour de 60 ans. En plus de ça, ce type de lymphome, on le trouve dans les pathologies qui se voient au stade SIDA. Et en plus de ça, donc dans ce type de lymphome-là, il y a un score de pronostic, International Pronostic Index, qu'on va l'utiliser. Il est basé sur la clinique, le LDH, l'âge, l'état fonctionnel de patient, là pour savoir le pronostic de patient. Le traitement, il va être basé sur la rituximab. Pourquoi la rituximab? La rituximab, ce sont donc des anticorps monoclonaux qui vont être dirigés contre le CD20. Et nous, on a dit que dans les cellules malignes de ce type de lymphome, on a un CD20. Après ce lymphome à grande cellule B diffus, qui est le plus fréquent, on a le lymphome folliculaire. Donc le lymphome folliculaire, pourquoi il est appelé folliculaire? Donc, parce que histologiquement, donc ce lymphome, il est localisé dans le follicule des ganglions, dans l'architecture des ganglions. Quand on va étudier l'anatomie du ganglion, on va trouver qu'il y a des follicules. Dans ces follicules-là, on a un développement d'un lymphome. C'est pour cela qu'il a été appelé lymphome folliculaire. Ce lymphome-là, le problème, il est encore localisé dans les lymphocytes LB. Ils ont un CD20 et la conséquence, c'est une translocation entre chromosomes 14 et 18 qui vont provoquer une hyperexpression de la BCL2. La BCL2, c'est quoi?
C'est un gène qui est responsable, enfin, d'inhiber l'apoptose. Et quand l'apoptose, donc, elle va pas être, elle va pas être inhibée. Et là, on va voir une augmentation de la durée de vie des cellules. Et c'est pour cela que les cellules vont devenir malignes. Ce qu'il faut noter, dans le lymphome folliculaire, il y a un très grand risque de passage vers le lymphome à grandes cellules B diffus. Il faut savoir que le traitement de lymphome folliculaire, il est un peu difficile. Il est un peu difficile. Et on va utiliser de faibles doses de rituximab. Donc, en plus de ça, on a le lymphome qui est appelé le lymphome à cellules du manteau. C'est quoi ce type de lymphome? Donc, manteau, donc c'est une zone qui est tout autour de follicules au niveau des ganglions. C'est pour cela qu'elle est appelée manteau. Cette zone elle est appelée manteau. Donc, la spécificité dans l'immunophénotypage, on va trouver un CD5. Un CD5, c'est un CD qui caractérise les lymphocytes LT. Donc, malgré il caractérise les lymphocytes LT, mais on le trouve chez les lymphocytes LB qui sont malignes. Et tous ces sujets âgés, il est de mauvais pronostic. Il est dû à une overexpression of donc le gène cycline D1. Le cycline D1, c'est un gène qui est responsable d'assurer donc comme on dit, le cycle cellulaire, les différentes divisions des cellules. Et quand le cycle cellulaire, il va pas être bien conduit, là, il va provoquer à des divisions cellulaires, à des cellules malignes. Et puis on a un lymphome de la zone marginale. La zone marginale, c'est la zone la plus périphérique tout autour de follicules. Donc c'est une classification presque histologique. Donc dans ce type de lymphome, le problème il est dans les lymphocytes LB. Donc on va trouver un aspect inflammatoire dans la zone marginale. Et ce type de lymphome, il est très fréquent, donc il a une localisation très fréquente en extranodal, euh, en dehors des adénopathies. Pourquoi? Parce que ce type de lymphome, on le trouve dans ces zones-là parce qu'il y a une inflammation chronique. On va donner des exemples pour comprendre. Par exemple, le maltoma, donc c'est un lymphome qui va se localiser au niveau des maltes. Ce sont les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, donc la muqueuse gastrique. Là, pourquoi? Parce qu'il y a une inflammation chronique qui est provoquée par Helicobacter pylori. En plus de ça, on a par exemple les lymphomes qui vont se voir au niveau de la thyroïde suite à une thyroïdite de Hashimoto. Pourquoi? Parce qu'on a une inflammation chronique qui va provoquer une infiltration de la thyroïde par des lymphocytes et de ces lymphocytes qui sont malignes. La même chose pour le syndrome de Sjögren. On va trouver donc une tumeur parce qu'il y a une inflammation chronique localisée au niveau des glandes salivaires et ces glandes salivaires, ils vont être infiltrés par des lymphocytes qui sont malignes. Et donc, je vous remercie.